Moussaillon pour découvrir le jeu Cutlass. Un jeu édité par Black Scorpion, un jeu d'escarmouche 28 mm pour du pirate fantastique. On va parcourir ensemble un petit peu ce livre de règles qui est disponible gratuitement en PDF. On va regarder ça. Ah, ça va pas être très pratique en fait. C'est pas pratique, hein. Ouais, je vais faire sans. Ça sera plus simple. Ah, oh là. C'est quoi? J'ai perdu mon œil en plus. Bon, tout va bien. Alors, voilà. Allons-y plus sérieusement. Un jeu édité en 2011, donc on est bien dans le grenier. Ça fait 10 ans. Qui propose un système de jeu que je trouve très original, que je vais essayer de vous présenter simplement. J'ai pas encore fait de partie. Une petite introduction sur ce que c'est que la piraterie, l'historique et le folklore, et une introduction où je vous explique que c'est un jeu qui est plutôt basé sur des affrontements sur terre et pas des affrontements de bateaux. On joue avec un maître et puis un ensemble de dés, du D4, D6, D8, 10, 12 et 20. Le système est basé sur une augmentation du dé pour montrer les augmentations de caractéristiques. Si on a une caractéristique qui est représentée par un D6, quand elle sera augmentée, elle passera en D8. Ou si on était en D12, elle passera en D20. Et inversement, si on baisse la caractéristique. Donc, tous les modificateurs de dés sont de deux catégories. La première, on augmente son niveau de dés, donc on passe de D6 à D8 par exemple. Et la deuxième, c'est avoir un dé bonus. Donc si on avait un D6, on en lancera 2. Tous les tests sont explosifs, donc c'est-à-dire que si on lance un 6 sur le D6, on va pouvoir relancer et additionner le nouveau résultat. D4 le minimum et D20 le maximum. Sur les profils des figurines, on a plusieurs attributs. Donc la réaction qui va permettre de reprendre l'initiative. La précision, accuracy, qui va permettre de tirer. Le combat pour le corps à corps. La dextérité pour esquiver et puis pour traverser les terrains. La constitution pour résister. Et les dégâts, damage, pour le corps à corps également. Enfin, daring, qui est plutôt la témérité ou le courage pour représenter le moral. Donc toutes ces caractéristiques sont nommées en D8, D6, D4 ou D20. Alors dans ce jeu, il y a également un système d'orientation. Figurine a un arc avant et donc un arc arrière et des flancs. Alors sur des socles ronds, c'est un peu compliqué à représenter, c'est toujours une source de difficulté dans les jeux où il y a des orientations. Mais il me semble que dans ce jeu, ça offre des possibilités de mouvement, de prise à revers, qui donne des bonus et qui rajoute du coup des tactiques sur les mouvements. Alors peut-être que sur du socle carré, en fait, c'est pour moi, je pense, plus lisible. On a un arc avant, l'arc arrière et puis les arcs sur les flancs. Donc je pense que sur du socle carré, c'est quand même plus lisible. Donc ensuite, les lignes de vue classiques, si on est à couvert ou pas. Et ensuite la séquence de jeu. Je vais essayer d'être assez clair parce que cette séquence elle est un petit peu originale et je trouve elle est plutôt bien vue. On a chaque bande, le leader de chaque bande va lancer un dé d'autorité ou de commandement qui va lui donner accès à un nombre de points d'action. Alors dans ce système, on pourrait avoir très bien une bande qui lance un 1 et une bande qui lance un 6. Ce qui déséquilibre pas mal les phases d'action.
Alors cet éditeur Black Scorpion a édité un jeu de western un peu plus récemment qui s'appelle Tombstone et il propose de changer cette phase d'initiative pour la rendre un peu plus égale, équilibrée. Les deux leaders lancent, mais celui qui fait le plus, c'est lui qui commence, et celui qui a fait le moins, mais en fait il dispose du même nombre, du nombre qu'a fait celui qui a réussi. Comme ça, on a le même nombre de points d'action et ça équilibre un petit peu le jeu. Avec ces points d'action, la bande va pouvoir exécuter diverses actions. Par exemple, si on a 6 points, je peux déclarer un mouvement, et dans ce cas, je vais pouvoir bouger 6 figurines pour cette phase de mouvement. Quand j'aurai bougé mes 6 figurines, je passerai à 5, et avec ces 5 points-là, je pourrai activer 5 figurines, donc pour un mouvement, un tir, dans ce cas-là, je pourrais faire tirer maximum 5 figurines, ou un combat au corps à corps, je pourrais activer 5 figurines maximum au combat au corps à corps. Ensuite, je passerai à 4, etc. Et pendant ce temps-là, le gang, la bande qui est inactive, va essayer de voler l'initiative aux joueurs actifs. Donc dans certaines circonstances, le joueur dont c'est pas le tour peut essayer de reprendre l'initiative avec un jet de réaction. Donc, par exemple, si un ennemi s'approche à 15 cm, par exemple si un ennemi tire sur une figurine et qu'il la loupe, ou qu'il y a un de ses copains qui se fait sortir dans les 15 cm à côté de lui, ou alors en combat au corps à corps, on peut essayer de reprendre l'initiative. Si la figurine réussit à reprendre l'initiative, donc lui il a joué ses 6 mouvements, disons qu'ensuite il a fait ses 5 tirs, il arrive là, et puis là sur ses actions il refait un mouvement, et là le joueur d'essayer de reprendre l'initiative parce qu'il est vraiment très près et il peut essayer. Si la figurine réussit à reprendre l'initiative, un jet de réaction à 4 ou plus, le joueur actif ne l'est plus, et c'est le joueur inactif qui devient actif. Et donc il dispose de ses points moins 1 pour avoir repris l'initiative, et donc il va disposer de ses 5 points pour faire agir ses figurines. Mais l'autre peut également essayer de réagir aussi aux actions de ces figurines-là. Donc on a une espèce de ping-pong, de vol d'action et d'initiative que je trouve vachement bien vu. Efficace, intéressant, sachant que si j'essaye de reprendre l'initiative et que je rate, eh bien je perds un point, je ne reprends pas l'initiative, et la figurine qui a essayé de reprendre l'initiative est surprise et ne pourra pas réessayer de reprendre l'initiative. Donc ça veut dire qu'il faut choisir aussi si on prend le risque ou pas à certains moments, à quel moment. Donc de belles options tactiques, de beaux choix à faire pendant la partie. Voilà, j'espère que c'est assez clair parce que c'est vraiment le cœur du jeu, cet aller-retour dans les points d'action et dans les reprises d'initiative possibles, sachant que les leaders peuvent toujours essayer de reprendre l'initiative et qu'en plus ils ne font pas perdre de points. Donc si j'étais à 5 et que mon leader a réussi à voler l'initiative à l'autre bande, je reste à 5 et je vais pouvoir activer 5 figurines. Quand on arrive à 0, évidemment, on a une phase de fin de tour où on vérifie tous les états et on vérifie si les conditions de victoire sont résolues ou pas. Et ensuite, on recommence avec un nouveau jet d'autorité et de commandement. Alors, vous voyez quelques illustrations. Une île déserte. Ici, ce sont les actions qui sont un peu plus détaillées. Donc les actions de mouvement, 10 cm, avec des terrains, des obstacles éventuellement, on peut escalader, chuter, et on peut aussi courir avec un jet de dextérité qui va vous dire combien vous gagnez, ou si vous s'en mêlez les pinceaux et que vous faites une chute. On peut engager au combat, et on peut aussi donc fuir un combat, et on peut toujours réagir si un ennemi bouge dans les 15 cm d'une de vos figurines.
le tir, il est assez simple, il y a peu d'armes et puis des situations et des modificateurs assez simples. C'est plutôt sur le combat au corps à corps qu'il y a un petit peu plus de choses à prendre en compte. On peut réagir au tir et au corps à corps. Avant de démarrer le corps à corps, on peut engager une parade pour le défenseur. Si cette parade est réussie, l'attaque va échouer, mais si elle est ratée, il va y avoir une difficulté supplémentaire pour cette parade ratée. Ici, on a donc là, il y a 2 tableaux à double entrée qui sont un peu rebutants, mais vous allez voir, en fait, ils sont assez simples à lire. On a le jet de combat de l'attaquant, le jet de combat du défenseur, et on va croiser. Et en fait, c'est relativement simple, et c'est à partir du moment où l'attaquant fait le double que les dégâts sont largement augmentés, ou que le défenseur fait le double qu'il va pouvoir riposter ou contre-attaquer. Donc c'est en fait assez simple à lire et à se rappeler. Quelques modificateurs, mais assez peu nombreux, et ici la table de dégâts, qui est encore une table à double entrée, et qui est pareil. Le jet de dégâts de l'attaquant, la constitution de celui qui se défend, et si l'attaquant fait plus du double, on a des blessures directes, ou si c'est le défenseur qui fait une belle réussite, il n'y a pas d'effet supplémentaire. Donc on peut être étourdi, blessé, et si on est blessé une deuxième fois, on est sorti, donc sorti du jeu, hors de jeu. Quand on est hors jeu, on ne fait plus rien. Et on peut être repoussé, parce que certaines armes repoussent les figurines, pour éventuellement les faire tomber, et également d'un décor, si possible. On peut avoir des figurines qui sont effrayées, et d'autres qui fuient aussi. Il y a quelques actions spéciales qu'on peut faire pendant une phase de mouvement, une phase de tir, une phase de combat au corps à corps. Certaines figurines peuvent faire une action spéciale si elles le souhaitent. Donc par exemple recharger, retrouver ses esprits, se cacher, se tenir prêt, c'est-à-dire avoir un bonus pour essayer de reprendre l'initiative, transporter un de ses copains ou essayer de regrouper ses hommes. Ça c'est que le leader qui peut avoir cette option. Ici, une page sur les compétences et les armes que je trouve pas très fournie, mais en fait, en faisant le tour, on a quelques armes de tir, des armes de corps à corps, et puis quelques compétences. Et en fait, les armes, il y a déjà ce qu'il faut. Et puis, je sais pas si c'est très utile d'avoir 15 pages d'armes. Là, on a tout ce qu'il faut pour jouer des pirates, et avec des effets bien différents. Quelques compétences, comme ça on n'est pas trop noyé. Un petit peu d'équipement, là on aurait peut-être pu en attendre un petit peu plus. Mais ça rend les règles spéciales pas trop nombreuses. Encore une petite carte. Ici ce sont les rencontres, donc les scénarios proposés pour les combats. Donc je vais passer rapidement, il y en a 8 qui sont proposés. Une embuscade. C'est assez classique, on va diviser son camp et puis il y en a un qui va attaquer l'autre. Une bagarre au point où toutes les armes sont interdites, et s'il y en a un qui l'utilise, ça va mettre fin au scénario. Une escorte, un raid pour aller récupérer une personne ou un objet quelque part sur la carte, sur le plateau. Une bataille avec des renforts. L'escarmouche. Ici, c'est plutôt la rafle, il faut aller chercher des petits marqueurs qui sont disséminés un petit peu partout. Et puis la chasse au trésor. Donc des scénarios simples, classiques, mais voilà, il y en a 8, ils sont assez différents les uns des autres, il y a de quoi s'amuser. Alors ici on a plusieurs photos, c'est un PDF en noir et blanc que j'ai imprimé en noir et blanc, donc je vous montrerai des photos tout à l'heure quand on survolera les différentes factions. Petit récit, encore une carte. Ici les règles de campagne, c'est une grosse partie du livre, il y a bien une quarantaine de pages, une cinquantaine de pages sur la campagne. Je ne vais pas insister sur les règles de campagne. Mais pour créer sa bande, on a un certain nombre de points.
Et puis surtout, on vous explique comment sont calculés les points. Donc pour calculer les points, on ajoute toutes les valeurs. Donc D6 c'est 6 points, D8 c'est 8. On ajoute tout. On rajoute les équipements et leur prix, et on rajoute 10 par compétence, et on obtient le prix de la figurine, et ça nous permet de créer tous les profils qu'on veut, si on veut des personnages spéciaux. On a donc la marine royale avec un capitaine, des officiers, des soldats, et puis des marins. Je vous mettrai quelques images. Alors, dans chaque faction, on n'a pas grand choix en fait, hein. On a 4 types d'unités de figurines disponibles. Pareil, au début j'étais un peu sceptique, et puis en fait je pense que ça suffit largement. On a un leader, on a des officiers qui sont des sortes de héros, et puis ensuite avec les soldats et les marins, on va les équiper de façon différente, on va avoir des figurines différentes, avec des possibilités différentes. Je ne sais pas effectivement s'il y a besoin d'avoir 50 profils, sachant que l'équipement va les différencier. Je pense que c'est suffisant en fait. Quelques règles spéciales. Ici, tout ce qui est pirate, évidemment. Le capitaine pirate. Des héros, donc jusqu'à 4, des pirates, et puis des mercenaires, des rogues. Les règles spéciales de mutinerie, plus d'autres compétences particulières accessibles à la faction des pirates. Quelques photos des figurines de la gamme Black Scorpion, qui font de la belle figurine en résine. On a les corsaires, donc le capitaine, quelques héros, des marins et des dockers, avec leurs règles spéciales également. C'est un jeu fantastique, donc on a la faction des orques et gobelins, avec l'amiral, et puis une belle gamme de figurines chez Black Scorpion. Ils ont un beau look, les orques et les gobelins. Leurs règles spéciales, hein, donc si les gobelins se font dégommer près des orques, les orques ne peuvent pas réagir, hein. C'est comme si les gobelins n'existaient pas, donc on ne peut pas réagir si c'est un gobelin qui se fait dessouder à côté des gros orques. On a les nains, le capitaine, 4 vénérables en héros, des pirates, des mercenaires. Ils ont des petites pattes, hein, donc ils ne peuvent pas courir. Par contre, ils sont très téméraires. Quelques règles spéciales, quelques images de nains de la gamme. Ici, on a la bande des elfes, donc on a le commodore, quelques lieutenants possibles, et puis des troupes. Ils sont agiles, donc ils vont avoir un bonus quand ils vont courir pour réussir leur course. Acrobatique, des elfes qui ont un bon look aussi. Lanceurs de couteau. La faction des morts-vivants, pirates, avec des fantômes, des pirates, pas mal de règles spéciales, des petites choses magiques, un peu nécromancie, mais c'est très simple. Il n'y a pas vraiment de système de magie, hein, c'est intégré dans le système de jeu normal, donc on n'a pas un système de magie qui se rajoute en plus. On peut évidemment avoir une faction de pirates, voilà, il y a un petit texte sur les femmes. On peut mixer chez les pirates ou un peu n'importe où. Et ils ont sorti une gamme de figurines de femmes pirates qui ont des bons looks aussi. Les équipements avec leurs coûts, les communs et les plus rares. Donc ça c'est les coûts d'équipement, il n'y en a pas énormément. On a le cutlass, hein, donc le sabre d'abordage, qui a donné son nom au jeu. Des amulettes, des perroquets évidemment, des tromblons, tout ce qu'il faut quoi. Toute une série de personnages spéciaux accessibles, un géant accessible aux orques et gobelins, plein de personnages particuliers avec des compétences particulières qu'on peut jouer pour les humains, pour les elfes, pour les corsaires, pour la marine royale et même pour les morts-vivants, un petit peu de tout, jusqu'aux mousses
et au chirurgien, au cuisinier, et on finit par le canon qu'on peut utiliser avec un gabarit d'explosion pour le canon. Et à partir de là, la séquence de campagne donc, qui explique comment vont évoluer les bandes, ce qu'elles vont gagner, perdre, les quartiers généraux, et puis la gloire qu'on va pouvoir gagner. On va falloir choisir si on veut être célèbre, ou alors si on veut être plutôt le contraire, c'est-à-dire plutôt infâme ou ignoble. Et dans les scénarios, suivant ce que vous allez faire, si vous achevez vos ennemis, vous allez gagner des points d'infamie, évidemment, mais si vous voulez être célèbre, il ne faudra pas achever vos ennemis. J'insiste pas, c'est assez complet sur les blessures, le quartier général, l'expérience. Et puis, évidemment, si vous avez, on est chez les pirates, si vous avez un personnage qui n'est pas leader et qui commence à vous valoir beaucoup de points, et même plus que le chef, eh bien vous allez avoir des mutineries pour éventuellement changer de chef. On vous propose aussi plusieurs scénarios de fin de campagne avec des scénarios un peu plus préparés, un petit peu originaux, qui sont plutôt pas mal. Alors là, il faut aller secourir ces copains qui sont emprisonnés par l'autre gang. On a la défense du quartier dans lequel on est dans la ville, sachant que le quartier va être attaqué par une vague de brigands, et c'est le gang, la bande qui neutralisera le plus de brigands qui l'emportera. Un raid sur le quartier général. Et on a aussi des règles spéciales d'alarme qui sont plutôt bien faites, comme on a des orientations pour les figurines. Plus vous allez pouvoir arriver hors de ligne de vue de vos ennemis, et plus vous allez retarder l'alarme. Et ça rend ce système d'alarme assez intéressant. Parce que le mouvement, du coup, avec ces lignes de vue, va être important. Ici, c'est la rencontre finale avec les gangs. Et enfin, quelques noms, si vous voulez vous faire plaisir, une belle liste. Jamaica Jim. Et on termine. Il y a quelques pages sur la sculpture, quelques décors, et puis les tableaux de référence rapides. Pour le jeu, il suffit de ces 3 pages-là. Après, là, c'est plus tous les tableaux. Ça peut paraître un peu beaucoup, mais je pense qu'on peut optimiser encore un peu plus. Et puis tout ça, ça concerne le système de campagne et toutes les tables. Donc c'est pas forcément utile quand on joue, sauf quand on est en mode campagne. La petite fiche pour noter toute son équipe. Et puis là, des petites clarifications, errata, mais il y a juste un errata parce qu'il y a une coquille d'impression. Et puis ensuite, c'est des petites clarifications, mais il n'y a pas vraiment de problème de règle. On a des marqueurs ici pour les points d'action de chaque bande, et puis des petits marqueurs pour les états et le gabarit d'explosion. Voilà pour ce survol des règles de Cutlass. PDF gratuit en anglais. Moi ça me plaît bien ce système d'initiative et de reprise d'initiative, je le trouve très intéressant. J'espère faire une partie bientôt, vous montrer ça, et ça donne envie. Allez, à bientôt.